vais simplement introduire la séance, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et puis après, donc, on aura plusieurs intervenants. Une partie des intervenants, Bertrand Gilvy et moi-même, qui sommes sur place, et puis des intervenants qui sont loin et dans ce dispositif dématérialisé. Alors, essayez de vous trouver une place quelque part. Alors, donc déjà, merci à tous, merci à Alyosha et Kantuta d'accueillir non seulement nos propres personnes, mais à travers nous, une institution dans laquelle nous travaillons et à laquelle nous croyons, qui est le département de philosophie de l'université Paris 8. Donc, l'université Paris 8, comme je l'ai dit tout à l'heure à ceux qui étaient là, l'université anciennement Vincennes, à l'issue de mai 68 et qui est aujourd'hui à Saint-Denis. On a donc imaginé ce dispositif qui était, sans faire de discours, une manière aussi de réfléchir, sur ce qu'on a vécu pendant ces 2 dernières années. On est ici à la Criée, et quand j'ai commencé à parler, l'idée n'était pas de moi, mais qui était de Julie Perrin qui est là, que je remercie, de faire quelque chose ici à la Criée. C'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, les gens disent « la Criée, c'est le lieu où on vend le poisson ». Et en réalité, il faut savoir, vous le découvrez sûrement pour un certain nombre d'entre vous, on est dans une salle totalement informatisée. On est dans une salle totalement informatisée et d'une certaine façon, c'était ça qui nous intéressait pour travailler sur l'utopie aujourd'hui. Donc on va pas faire de longs discours, ça va être des petites interventions. Hein, mais c'était aussi pour nous une manière de nous rappeler ce qu'on a vécu pendant ces 2 années, c'est-à-dire de donner des cours en visioconférence. Là, ça met du temps. L'un des intervenants, Alex Neumann, vient de déménager, n'a plus de connexion chez lui et il est en train de chercher dans le 20e arrondissement un café pour pouvoir se connecter. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait cours comme ça, qu'on a eu des étudiants qui suivaient les cours quelquefois devant un McDonald's parce que c'était leur seul moyen de se connecter. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce qui se passe à la Criée, c'est-à-dire ces poissons qui sont vendus de la même manière qu'on vendrait des missiles, c'est-à-dire uniquement sur des boutons, de façon totalement dématérialisée, c'est aussi un peu ce que, après 2 années de fonctionnement comme ça, l'institution, le ministère, dans sa grande sagesse, voudrait nous voir développer, c'est-à-dire de plus en plus un enseignement supérieur, un enseignement tout court, qui se fasse sans présence, quoi. En sachant que quand on enseigne comme ça, devant des écrans, ça a permis de renier les crédits, il n'y a pas besoin de salle, alors que toutes les universités sont quand même dans une misère incroyable sur le plan locaux. Et puis même, surtout, ça a un avantage encore plus grand, c'est que ça permet que les étudiants ne se rencontrent pas, qu'ils ne se discutent pas, que tout le monde soit un petit atome devant un savoir dispensé par un maître, parce que le système de visioconférence, ça renforce le fait qu'il y a un enseignant qui est supposé être celui qui sait, face à tout un tas d'ignorants. Hein, c'est-à-dire que ce qui fait l'intérêt de la pédagogie, c'est-à-dire un échange, une confrontation, c'est de plus en plus rendu difficile. Alors, une fois qu'on a dit ça, on le fait ici. On le fait ici parce que cet instrument, moi personnellement, mais je sais que c'est le cas de Bertrand, puis des collègues qui vont intervenir, on le déteste, il faut le dire franchement. On le déteste, mais on l'utilise. Et d'une certaine façon, c'est aussi un message qu'on veut dire. On le déteste, on l'utilise, on se battra pour qu'on ne nous l'impose pas, mais si jamais, de plus en plus, on est amené à faire des cours comme ça, on se battra pour qu'à l'intérieur de ces cours émerge quelque chose. Alors, je voudrais juste, c'était moi 2 minutes de présentation, je voudrais simplement dire qu'il n'y a rien d'utopique dans ce dispositif. Et que chaque fois que je vais parler d'utopie, parce qu'on est sur des écrans, je ne fais que pervertir le terme d'utopie. Hein. Il s'agit d'un dispositif technique, c'est une affaire de technique. Pour reprendre Günther Anders, la technique, elle est notre milieu à nous. Hein. Mais il n'y a pas ce qui serait, c'est simplement un développement technologique, mais précisément, je pense que l'un des enjeux pour lesquels on est ici, l'un des enjeux pour lesquels je vais présenter les intervenants, on se retrouve
avec des vraies différences, mais en tout cas sur un point commun, c'est de dire que l'utopie, c'est autre chose qu'un dispositif technique, hein, que c'est autre chose qu'un imaginaire technologique. Si je dis ça, c'est que moi, j'y reviendrai à la toute fin. Il y a aujourd'hui, comme dans beaucoup de points, Solfi Vanich l'a rappelé hier sur le plan de la démocratie, il y a une perversion des termes. Il y a une perversion des termes. On dit utopie à propos de n'importe quoi, de la même manière que, voilà quoi. Je vous rappelle quel était le mot qu'avait le plus utilisé Macron au moment de sa prise de pouvoir, c'était le terme d'émancipation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une capacité des gens qui sont de l'autre côté, pas du tout du côté de l'émancipation, mais d'utiliser tous les termes qu'on utilise, que nous on utilise, pour essayer de penser des horizons de liberté, des lignes de liberté. Hein. Et effectivement, ce terme d'utopie, on y tient, parce que c'est un terme qui fait mal, j'y reviendrai moi, je pense, qui fait mal à tous les gens qui pensent que le réel, ben, on ne peut pas grand-chose, et que le pouvoir, il a une vraie rationalité, etc., etc. Et l'utopie, c'est une manière de dire, voilà, c'est pas sérieux. Ben, on pense que l'utopie, non seulement c'est sérieux, mais qu'une absence d'utopie, c'est mortifère. Et voilà pourquoi on se réunit ici. Alors, les intervenants, très rapidement, parce qu'on n'est pas à France Culture, donc Bertrand Gilvy, qui est ici, qui va être le premier à intervenir, qui est philosophe et psychanalyste, et qui a beaucoup travaillé sur quelqu'un qui s'appelle Fernand Deligny, qui justement, on va dire, sur le plan de la pédagogie, est vraiment sur une brève position d'émancipation. Donc après Bertrand, interviendra Frédéric Rambaud, qui est l'actuel responsable du département de philosophie, qui a fait une thèse sur les nouvelles conditions du sujet à travers Foucault, Deleuze, Lacan, Rancière. Puis après interviendra Silvana Rabinovic, qui est elle, de l'Université de Mexico, mais qui est rattachée à notre laboratoire, et qui est à la base une spécialiste de Lévinas, mais qui depuis 10 ans travaille sur la question des murs, le mur entre le Mexique et les États-Unis, le mur entre la Palestine et Israël, et qui met au service de cette réflexion sa connaissance de la métaphysique et de Lévinas. Puis interviendra en dernier Alex Neumann, qui n'est pas encore là, mais qui va nous rejoindre quand tu auras trouvé un café, qui est un sociologue, qui est aussi à Paris 8, et ah bah si, je crois qu'il vient d'arriver, et qui est spécialiste de la théorie critique, notamment d'Oscar Necht, dont peut-être il nous parlera. Donc je vais laisser la parole à Bertrand Gilvy. On avait envisagé un moment de faire un jeu, c'est-à-dire de lancer, de vous dire, voilà, on vend des utopies, et puis à la fin, paf, on verra le prix. Et puis, moi j'y ai un peu renoncé, pour une raison simple, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on passe son temps à mettre des notes à toutes les cochonneries qu'on achète, à tous les endroits où on va, et que ça me renvoyait sur quelque chose qui n'était pas vraiment de l'ordre de ce qu'on veut faire. Donc, je laisse la parole à Bertrand Ogilvy, qui nous parle pendant un petit quart d'heure. Merci. Bon, je vais commencer par jouer les profs. Je vais vous indiquer rapidement des éléments de bibliographie, c'est-à-dire 4 livres qui portent sur l'utopie et qui sont, à mon sens, des livres magnifiques, très importants, et dont je vous recommande vivement la lecture. Le premier, c'est un livre de Pierre Macheret, qui s'appelle « De l'utopie, point d'exclamation », et je reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure sur ce point d'exclamation. Évidemment, le petit livre de Miguel Abinsour, qui s'appelle « L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin ». Un troisième livre que je n'ai pas pu apporter parce qu'il est dans un carton chez moi, je ne sais pas où, de Nestor Capdevila, qui est un livre magnifique, qui est édité aux presses universitaires de la Sorbonne. Et enfin, un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « Le cinéma que je fais », écrit et entretien de Marguerite Duras, et qui est un livre, à mon avis, qui porte entièrement sur la question de l'utopie. Voilà. Alors, je vais vous faire part très rapidement de quelques propos, disons, à la fois étymologiques et philosophiques, très simples pour introduire cette séance. Le mot utopie est un mot très intéressant
très, très singulier, dans la mesure où il représente de façon exemplaire ce que les linguistes appellent une ADL. Une ADL, c'est une argumentation dans la langue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une argumentation dans la langue? Eh bien, c'est le fait que certains mots de la langue, on va prendre un exemple très simple, le mot nature, par exemple, et plus encore son adjectif naturel, sont des mots qui semblent désigner un domaine de l'être, la nature, et qui en réalité sont porteurs immédiatement d'une accentuation valorisée, positive ou négative. Quand on dit c'est naturel, évidemment, on ne dit pas seulement, qu'on le veuille ou non, qu'on parle de quelque chose qui appartient à la nature, mais on dit quelque chose qui a rapport avec l'idée que c'est bien, que ça correspond à une norme positive. Mais ça, évidemment, c'est pas dit, c'est implicite, c'est présent dans le mot, c'est un argument caché dans la langue. Bon. Alors, le mot utopie comporte exactement cette structure. Dans la langue moderne, le mot utopie, comme vous le savez, désigne d'emblée quelque chose qui est, c'est la définition du dictionnaire, irréalisable, ineffectif, qui appartient à l'ordre du rêve, de l'imagination, mais qui n'est pas capable de se traduire dans des faits. Bon. En réalité, ce sens est récent. On peut le dater à peu près des années 1880. On le trouve à la fois dans le Littré, en 1880, et puis on le trouve évidemment dans le livre de Engels, Socialisme utopique, socialisme scientifique, et on peut soupçonner que c'est Engels, plus que Marx d'ailleurs, qui a introduit cette idée que les utopies, ça n'était pas sérieux, ça n'était pas digne d'être pris en compte dans le cadre d'une pensée politique, parce que justement, ça n'était pas réalisable. Bon. En fait, le mot utopie, qui, je rappelle ça, tout le monde le sait sans doute, mais ça vaut la peine de le redire quand même, c'est un mot latin, un néologisme latin, qui n'existait pas en latin, forgé par Thomas More en 1516, sur une racine grecque, donc c'est un mot complètement fabriqué, et c'est un mot qui inaugure une longue série de livres, d'écrits, qui inaugure, je dirais volontiers, un genre littéraire, qui consiste en description de sociétés qui ont comme caractéristique d'être fondamentalement critiques en tout point par rapport aux sociétés existantes, mais qui, selon le sens littéral du mot, utopie, utopos, ont comme caractéristique de n'exister nulle part. Et le projet fondamental d'une utopie, c'est de décrire quelque chose qui n'existe nulle part. Bon. Et il est très intéressant de voir que le sens moderne consiste à reprocher à l'utopie justement ce qu'elle n'a jamais une intention de faire, à savoir de se réaliser quelque part. L'utopie, c'est ce parti pris d'écriture qui consiste à dresser un récit qui a pour fonction je dirais, de délivrer l'imaginaire, de délivrer la pensée, de délivrer les concepts de cette exigence d'avoir à se soumettre à de la réalité, à de l'effectivité, à de la réalisation. Bon. Et cette émancipation, cette libération de la pensée, elle a tout de suite été vécue par les États dans lesquels ces utopies ont été publiées, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. C'est un genre littéraire qui a une vie longue. Ces utopies, ces récits utopiques ont tout de suite été considérés par les dominants, par l'idéologie dominante, comme des dangers, comme des menaces. Et comme des menaces, non pas du tout parce qu'elles risquaient de se réaliser, ce n'était pas du tout la question, mais parce que justement, elles ouvraient la voie à une manière de penser autrement. Autrement dit, un rapport analogique, en quelque sorte, entre l'utopie et la réalité. Il ne s'agit pas de penser une autre réalité, il s'agit de penser autrement une réalité qui pourrait devenir autre selon des voies qui ne sont pas celles de l'utopie, mais qui sont celles d'une pensée politique qui, analogiquement, s'appuierait sur cette liberté de penser et d'imaginer
qu'elle a acquise dans le registre littéraire de l'utopie. C'est ce rapport décalé, analogique, qui est capital. Parce que, au fond, ce que fait Thomas More en 1516, quand il écrit l'Utopia, c'est prendre le contre-pied d'une tradition très ancienne qui remonte à... Bon, on peut la faire remonter à Aristote si on veut, elle remonte sans doute plus loin, qui consiste à dire, je cite une formule d'Aristote assez frappante, qui consiste à dire « il n'y a que deux choses qui comptent, c'est la connaissance des fins et la connaissance des moyens qui permettent d'arriver à ces fins. » Autrement dit, la pensée du politique, chez Aristote, elle s'élabore dans un horizon binaire. Il y a les fins, il y a les moyens, il faut arriver à les faire s'accorder les uns aux autres en se soumettant aux exigences du réel. Voilà. Eh bien, en écrivant l'Utopie, Thomas More contredit cette logique et il inaugure une sorte de logique trinaire, hein, pas binaire, mais trinaire, qui consiste à dire entre les fins et les moyens, il y a toute autre chose, il y a un espace qui s'ouvre, qui est celui de, on va dire, de la rencontre de l'imprévisible, de l'inouï, de l'inadmissible, de l'événement, du réel, de l'altérité, bref, de ce qui justement, dans la logique simple de l'application, ne figure jamais, apparaît au contraire là comme ce qui vient interrompre la possibilité d'appliquer. Autrement dit, penser, aussi bien en politique qu'ailleurs, ce n'est pas appliquer des idées, c'est avoir des idées et se rendre compte qu'elles ne sont peut-être pas applicables et qu'au moment où on les met en œuvre, ce qu'on va rencontrer, c'est de l'impossible, c'est de l'inédit, c'est de l'inouï, c'est du réel, c'est de l'autre, et que cette rencontre va ouvrir un espace qui va redistribuer complètement la manière de penser et les fins et les moyens. C'est pour ça que c'est dangereux. Hein, c'est-à-dire que cet espace intermédiaire, cet espace ternaire, qui vient s'intercaler entre la fin et les moyens, il ne se contente pas de les écarter, de les rendre impossibles, mais surtout, il les transforme. Il oblige à penser la fin autrement, il oblige à penser les moyens autrement. Et au fond, aujourd'hui, autour de l'utopie, il y a deux thèses communes, populaires, qui s'affrontent. Il y a l'idée que l'utopie n'est qu'un rêve, et puis l'idée que l'utopie est un rêve. Une idée positive, une idée négative. L'utopie est négative, ne sert à rien, mais l'utopie, il en faut parce que ça fait rêver. Bon, je crois qu'il faut s'opposer radicalement à ces deux thèses, en essayant de voir entre les deux quelque chose qui permettrait de penser l'utopie, non pas comme quelque chose d'extérieur, d'étranger, quelque chose qui est déjà toujours présent à l'œuvre, à chaque fois qu'on veut s'efforcer de réaliser quelque chose, et que dans cet effort de réalisation, dans cet effort d'action, ce qu'on rencontre, c'est de l'inattendu. C'est de l'inattendu, c'est-à-dire la nécessité de penser autrement et les fins et les moyens. Par exemple, un des auteurs qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, mais qui ne le formule pas dans ces termes tout à fait, c'est Christophe Dejour, quand il explique que tout procès de travail, dans quelque domaine que ce soit, ne peut jamais être la simple application d'une norme ou d'une fin prescrite dans une réalité qui ne ferait que se plier à cet ordre, à cette finalité, à cette normativité. Le travail ne s'effectue, quel que le travail que ce soit un travail intellectuel, que ce soit un travail industriel, le travail ne s'effectue réellement que parce que les travailleurs ne cessent de rencontrer des situations dans lesquelles les ordres ne sont pas applicables, dans lesquelles les prescriptions ne sont pas immédiatement transposables en actes et par rapport auxquelles il faut s'adapter à soi-même, se transformer les choses et du coup modifier la situation globale du procès de travail pour en faire autre chose et par là se l'approprier. C'est pour ça que le travail contient en lui-même un espace d'indétermination, un espace d'inouï, un espace de rencontre qui est fondamentalement politique parce que c'est un lieu où les individus sont obligés de
délibérer et de décider par eux-mêmes de la façon dont ils vont faire advenir ce qui doit être et qui va être autrement que c'était prévu. Voilà. Donc l'utopie, c'est ça. C'est cette, enfin, à mon sens, c'est ça que je voudrais proposer, c'est de cesser de voir l'utopie comme ce qu'elle a été pendant des siècles, pendant tous ces siècles, 16e, 17e, 18e siècle, où l'ordre politique était vécu comme non modifiable. Au fond, à partir du 19e siècle et aujourd'hui plus que jamais, l'utopie, c'est quelque chose qui est présent au cœur même du réel, dans cette distance, dans cet écart qui le sépare de lui-même et qui nous oblige à comprendre que quand on le rencontre et quand on essaye d'agir sur lui, ce qu'on rencontre, c'est de l'imprévisible, c'est de l'improvisation, c'est de la nouveauté, c'est de l'événement. Voilà. Peut-être que j'ai assez parlé comme ça. La parole est à Frédéric. Oui, pardon. Merci beaucoup Bertrand pour cet exposé. En fait, je voudrais prendre un peu la suite de ce que tu disais sur le fait que l'utopie permet de repenser des formes d'agencement entre les fins et les moyens, mais en insistant sur un autre aspect, c'est que, à mon sens, en tout cas, on ne peut pas penser l'utopie sans la révolte. Et qu'en tout cas, c'est dans la révolte, dans son immanence à la révolte, que l'utopie prend sens ou qu'elle surgit. Et ça a été le cas, c'est de ça que je voudrais parler, de l'utopie communaliste. Je voudrais montrer comment dans les soulèvements populaires, les grands soulèvements populaires du XVIe et du XVIIe siècle, la commune a été l'objet d'un double renversement. L'initiative populaire a transformé un dispositif qui était juridique, un dispositif institutionnel, les pouvoirs fiscaux, économiques, juridiques de la commune, en un dispositif insurrectionnel. Les assemblées de communes et le déroulement de leurs actes qui ont donné ces formes d'expression et d'organisation à la guerre sociale. Et cette réappropriation populaire, insurrectionnelle de la commune, transforme dans le processus même de la révolte la nostalgie pour une formation sociale et culturelle appelée à disparaître en une utopie, justement. Et c'est cette utopie communaliste qui donnera à la commune ses secondes vies, en la reconsidérant non plus comme une formation pré-capitaliste, mais comme, je dirais, l'image anticipatrice d'une société post-capitaliste. Et alors, l'enjeu de la commune, c'est plus celui historique de la transition au capitalisme, c'est-à-dire au fond de sa propre dissolution, c'est celui politique de son réveil ou de sa réactualisation. La révolte de Guyenne contre la gabelle, l'impôt sur le sel en 1548. L'insurrection en 1639 des Nu-Pieds en Normandie, à Rouen. Le soulèvement des communes du Périgord de 1637 à 1641, l'une des plus grandes guerres paysannes de l'histoire de France. Ou encore la guerre des Farines en 1775 en Île-de-France. Ces révoltes communales ont été à l'origine d'une autre ligne de la révolte que celle qui s'imposera avec l'avènement du capitalisme industriel. Elles sont faites d'actions directes, d'émeutes, d'occupations, et la commune en est à la fois l'horizon et la base instituante. Elles ont fondé, elles ont institué la forme originaire d'une tradition de lutte qui ne cessera de se poursuivre et d'être réactivée dans la plupart des révoltes populaires ultérieures. La commune et les assemblées de communes ont constitué durant près de 4 siècles le mode de subjectivation des soulèvements populaires avant de renaître dans le mouvement ouvrier en produisant un nouveau type de subjectivité, le communard, tellement mutant que la bourgeoisie n'a pas trouvé d'autre solution que de l'exterminer. Autrement dit, l'à-présent du soulèvement ne se produit pas selon la loi d'une succession linéaire, mais dans le réveil d'un passé enfoui, dans la reprise de formes anciennes. Encore faut-il arracher cette forme de la commune à la perspective historique dans laquelle elle n'apparaît plus que
comme un phénomène régressif, une culture réduite et appauvrie, semblable à une enclave paradoxale au centre d'économie et de société évoluée. Les grands soulèvements antifiscaux, les émeutes d'enclosure portant sur les biens communs, les émeutes de taxation contre la libéralisation du commerce des grains affrontent à l'époque un capitalisme naissant dont le contenu n'est pas encore apparu au grand jour. Et durant cette première phase d'accumulation du capital, la commune donne ses formes organisationnelles, ses tactiques, ses stratégies à l'antagonisme entre la masse des producteurs révoltés et l'État. Et en même temps, ces grands soulèvements populaires sont restés coincés dans l'histoire, coincés entre avenir et passé, à cheval entre survivance et anticipation. Les révoltes communales au XVIe siècle en France ouvrent un nouveau cycle de révoltes. Elles répliquent aux innovations fiscales qu'impose la modernisation du pouvoir. La mainmise de l'État sur tout le territoire passe par une conquête fiscale. Elle réplique aussi, évidemment, à la montée de l'économie marchande qui élimine peu à peu l'économie patrimoniale. Elles trouvent leur expression et leur référence dans un type ancien, donc, mais encore vivant. L'institution communale est fondée sur les prérogatives fiscales, judiciaires, militaires des communes. Elle s'est formée comme un dispositif juridique et aussi comme un ensemble de solidarité rurale au début des temps modernes, durant la reconquête par la paysannerie des territoires dévastés par les guerres et par les épidémies. La commune désigne donc une unité juridique, mais elle désigne aussi la collectivité des habitants qui se réunit pour une délibération extraordinaire ou pour un péril imminent. D'où son ambivalence, son autorité traditionnelle, son conservatisme et ses assemblées insurrectionnelles, son utopie. À l'âge des grands soulèvements paysans et plébéiens, la commune reste le niveau déterminant sur le plan fiscal comme sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'elle est principe d'assiette fiscale, elle est aussi principe d'autodéfense populaire. Et c'est précisément l'importance et l'extension des pouvoirs communaux qui sont laissés ouverts à l'initiative populaire, qui va faire du XVIe et du XVIIe siècle en France les siècles des grands soulèvements populaires. Alors, quand on les fixe dans le cours d'une histoire linéaire et successive, quand on les replace dans la transition entre deux stades de l'exploitation, le féodalisme et le capitalisme, ou dans la transition entre une modalité de la conflictualité sociale à une autre, du marché à l'atelier, de la populace à la classe, ces révoltes n'ont plus qu'un seul destin, leur fusion, leur rassemblement dans le processus de la révolution dirigé par la bourgeoisie, qui transformera, c'est ce qu'on nous a appris, leur image imprécise d'une communauté égalitaire dans la démocratie bourgeoise effective, l'égalité marchande et la liberté d'exploiter. Mais les phases de transition ne sont pas seulement celles qui mènent de formes antérieures en train de s'effacer aux formes suivantes qui commencent à s'implanter. Ce sont aussi des moments d'ouverture et de bifurcation possibles qui esquissent d'autres voies que celle principale qui s'installera finalement, mais toujours rétrospectivement, comme le sens unique de l'histoire. Les précurseurs sont toujours aussi les héritiers d'un autre passé. Les révoltes communales défendent une institution qui est appelée à disparaître, une forme historique transitoire qui mène, dans le processus même de sa dissolution, à la composition des rapports de type capitaliste. Mais leur réappropriation insurrectionnelle de la commune les conduisent au-delà de cet enracinement dans un certain type de reproduction sociale. En défendant son existence menacée, ces révoltes populaires font de la commune l'objet d'une utopie et pas seulement d'une nostalgie. Alors cette utopie était peut-être plus passéiste que futuriste, plus conservatrice que créatrice, mais la commune n'est pas seulement cette personnalité morale juridiquement déterminante, c'est aussi une veille que les soulèvements réveillent dans les moments de péril et de danger, une tactique et une forme de vie. Alors c'est vrai que les réappropriations par les gueux de l'institution communale appartiennent plus souvent au registre de l'émeute que de l'insurrection. On peut dire que ce sont d'abord des sursauts unanimes de solidarité. Et en même temps, leur rébellion contre le joug fiscal, contre l'État, contre les impôts de l'État, met pratiquement
les révoltés face à toute la mécanique de l'État. Et au fond, le grand espoir millénariste de la fin de l'impôt, qui traverse l'utopie communale, signifie concrètement l'abolition de l'État. Alors, les paysans insurgés, les plébéiens, tournent leurs protestations révoltées, leur acte de vengeance contre les oppresseurs, vers l'essence historique de la guerre sociale, l'anéantissement des fondements objectifs de l'oppression, les différences de classe et l'État. L'État moderne, territorial, administratif, avec ses institutions, sa représentation et son nouveau vocabulaire politique, n'est pas apparu comme une nécessité de l'histoire ou du progrès social. Il a d'abord été une contre-offensive au soulèvement paysan et plébéien. Il a d'abord été une résistance à la résistance. Autrement dit, l'origine de l'appareil répressif d'État se trouve dans l'affirmation d'une force de résistance populaire nouvelle. C'est ce que Foucault, Michel Foucault, a bien mis en évidence dans son cours de 1971, Théorie et institutions pénales, en montrant l'institution du dispositif police, justice, prison à partir de la sédition des nu-pieds en 1639 en Normandie et de sa répression par Séguier, le chancelier Séguier. Et donc, les révoltes communales n'ont pas disparu dans le courant d'une histoire donnée a priori. Elles ont été extirpées de l'histoire. L'installation d'une armée militarisée, d'une administration exécutive omniprésente, la dislocation de la personnalité juridique communale n'ont pas été les causes historiques de la dissolution de la commune, ça a été les instruments politiques de sa liquidation. Si la commune devait disparaître, ce n'est pas parce qu'elle était une forme de propriété dépassée dans une histoire écrite d'avance, mais parce qu'elle était la source de l'imprévisibilité et de la dangerosité des soulèvements populaires. Et donc, les révoltes communales ne se sont pas épuisées, tandis que s'achevait la construction étatique. Elles ont été la force populaire contre laquelle s'est dressé ce nouveau phénomène, l'affirmation de l'État moderne. Il ne s'est pas contenté de réduire drastiquement les pouvoirs communaux, leur corps de liberté et de privilèges, leurs prérogatives fiscales, militaires. Il a aussi supplanté l'utopie communale par une autre utopie, la grande utopie moderne, le projet étatique centralisé, qui renverra désormais toute pratique instituante à sa courbure étatique. D'où, je dirais, une cruelle ironie de l'histoire. La répression des guerres paysannes a été l'axe majeur de la modernisation du pouvoir, de sa centralisation et de sa concentration dans la genèse monarchique de l'État national. Dans le cours de 71 de Foucault, la révolte des nu-pieds et sa répression donc par Séguier lui sert à restituer l'origine enfouie et occultée du dispositif justice, police, prison qui a déterminé la formation de l'État bourgeois autoritaire. En fouillant les archives de la lutte antiséditieuse au XVIIe siècle, Foucault nous montre que la répression de la révolte populaire n'est pas seulement une réaction, que loin d'être une restauration, elle se déploie au contraire dans la forme de la modernisation et de la pacification. Le cours de Foucault suggère en fait un rapport inattendu entre l'insurrection des nu-pieds, sa répression par Séguier, et la France de 1971, dont les réformes sociales sont hantées par le spectre de la révolution prolétarienne, les Mao, et les déplacements que lui imprime la révolte anti-autoritaire. À la suite de mai 68, le programme de réforme qui vise à faire évoluer le conservatisme des structures sociales s'accompagne du contrôle et de la répression des acteurs et des groupes militants les plus radicaux, ceux qu'on nomme déjà les ennemis de la République. Alors pas la République de la Commune, évidemment, la République étatiste qui a structuré l'empire colonial, la Troisième République, née de l'écrasement de la Commune, précisément. Elle se termine sous Vichy. La quatrième commence avec les massacres de Sétif et de Madagascar et se termine avec le coup d'État gaullien pendant la guerre d'Algérie. En 71, le couple modernisation sociale contre révolution politique se remet en place. La loi anti-casseurs relative aux violences commises en groupe est votée le 8 juin 70. Et donc, on peut lire dans ces notes de Foucault, parfois décousues, souvent dispersées, il nous reste de ce cours que des notes, une invitation à prêter plus d'attention dans les révoltes récentes
et leur violence émeutière aux reprises, au réveil de cette tradition des assemblées illicites, des rébellions à justice, longtemps oubliées ou reléguées à des modalités archaïques définitivement dépassées des soulèvements populaires. Le mouvement récent des Gilets jaunes en France, 2018-2020, d'abord provoqué, on s'en souvient, par la hausse de la taxe sur les produits énergétiques, TICPE, ressemble à sa manière au réveil de cette tradition enfouie des rébellions populaires antifiscales, vaincues par la répression militaire et judiciaire de la monarchie, et le plus souvent laissées dans l'ombre, au sein même du marxisme, de la centralité prolétarienne. Dans le système redistributif français, où la moitié de la population ne paie pas d'impôt sur le revenu, l'augmentation des taxes est la manière la plus directe de faire payer les pauvres, exactement comme sous l'Ancien Régime. Les actes insurrectionnels des Gilets jaunes à Paris, dans les grandes villes, mais aussi l'occupation des ronds-points, l'auto-organisation des assemblées sur tout le territoire, notamment dans les communes rurales ou les zones périphériques, ont réactivé les caractères oubliés des révoltes communales. Elles ont pris l'allure d'une nouvelle fronde populaire. Leur rupture avec les a priori idéologiques et les pratiques ritualisées de la contestation sociale a fait la force des Gilets jaunes. Ah, tu m'entends, voilà. On t'entend, on peut repartir, vas-y. Okay. Repartons. J'ai un peu perdu le fil. Oui, j'en étais à la fin en fait. Donc voilà, c'est en guise de conclusion, pour accélérer un peu la chose, je rappelais que la rupture du mouvement des Gilets jaunes avec les a priori idéologiques et les pratiques ritualisées de la contestation sociale avait fait leur force, mais qu'elle était restée pourtant isolée, qu'il y avait eu peu d'élargissement, peu de rapprochement. Son déclin et ses points de butée ne s'expliquent pas seulement par la répression étatique, l'arsenal judiciaire, la militarisation du maintien de l'ordre et ses techniques terrorisantes sur lesquelles le cours de Foucault insiste déjà en 1971. Le mouvement des Gilets jaunes s'est aussi confronté à la difficulté que rencontre toute politique destituante à se lier aux autres luttes déjà existantes. Ces actes ont d'abord été des actes de destitution et sa défiance à l'égard des pratiques syndicales, des politiques traditionnelles, l'a maintenu à l'écart de la politique institutionnelle. Mais, et je voudrais finir là-dessus, de même que l'absence d'objectifs à long terme n'est pas nécessairement un facteur de faiblesse. C'est précisément parce qu'il n'avait pas le projet de faire quelque chose, parce qu'il n'avait pas d'autre résultat que lui-même et l'immanence de ses actes, que ce mouvement a réellement fait quelque chose de politique. Son refus des médiations habituelles entre les intérêts catégoriels et l'État a rendu possible un affrontement direct d'une partie de la population contre l'État, ce qui a fait ressurgir, dans ce qui n'était d'abord qu'un sursaut de solidarité, comme les révoltes communales, la dimension insurrectionnelle de la politique. En réveillant cette ancienne protestation des rébellions à justice, des assemblées illicites, les Gilets jaunes ont un temps ouvert, au sommet de leur mouvement, en décembre 2018, la possibilité d'un basculement dans quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire de nouveau. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Frédéric de ces propos qui prolongent avantageusement tout ce qui a été dit précédemment. Je passe la parole à Sylvana, si elle est là, si elle m'entend, si on peut la voir. Oui, on la voit. Oui, je suis là. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour. Tu peux parler. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui, vous m'entendez, je crois que de loin parce que c'est de loin que je parle. Et je pensais à vous raconter sur un trafic d'utopie entre les déserts. Et je commence par une citation d'Edmond Jabès. Il dit « Si le désert n'était que poussière de ciel détruit ». Il y a une tendance dans la culture dite occidentale à viser les utopies ainsi que les déserts par la négation, soit de la vie, soit de la faisabilité. Pourtant, cette approche étroite interdit d'en percevoir l'immensité de l'expérience du rapprochement, soit du désert, soit de l'utopie. Dans les deux cas, on éprouve l'exigence d'approfondir, ou plutôt de changer complètement la perception.
D'abord, il faudrait comprendre que regarder est une activité qui ne se réduit pas au ciblage. Entouré d'horizons à 360 degrés, ainsi dans le désert que dans l'utopie, nos yeux ont besoin de stratégies synesthésiques pour accueillir l'énormité, c'est-à-dire ce qui nous dépouille de toutes les normes. Ainsi, le regard s'ouvre aux oreilles. Encore Jabès, il dit « Chance du désert, lui parvient l'œil de la plus discrète approche. Le sable débat de l'existence des dieux. » Dans un camp de réfugiés du Sahara occidental, une fille rappelle que sa grand-mère l'a appris à distinguer entre les yeux de voir et les yeux qui servent à regarder. Si afin de voir, on ouvre les yeux face à la lumière, il faut baisser les paupières pour pouvoir regarder au-dedans. Par exemple, afin d'expérimenter la mémoire de l'autre. Dans ce cas, sa grand-mère, qui a connu la mer et le territoire interdit par l'exil. En fait, on apprend l'exigence de changer de position, soit le cas du désert ou celui de l'utopie. Y entrer implique une expérience du dehors. Alors, disons que pour entrer en dehors, il faut mettre en question la propre manière de se placer et d'aborder l'espace. C'est-à-dire chercher une forme alternative à celle de l'occupation. Quand le poète Edmond Jabès demande si le désert n'est que poussière des ciels détruits, cela vaut aussi pour l'utopie. Mais pour la forêt aussi. À l'Amazonie, le chaman Yanomami David Kopenawa nous prévient que le ciel tombera pour une deuxième fois, car nous marchons maintenant sur des morceaux d'un autre ciel déjà tombé. Dernière remarque poétique concernant le ciel sur lequel nous marchons. Paul Celan, dans le Méridien, écrit que celui qui marche sur la tête, il a le ciel en abîme sous lui. Voilà le ciel sous nos pieds. Enfin, on apprend de l'expérience du dehors une autre mise en place du propre corps, suivant les traces de Pascal, qui voyait sa place au soleil comme le principe d'usurpation de toute la terre. Je rappelle, mien, tiens, ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre, dit Pascal. L'expérience synesthésique nous rappelle aussi que regarder dans sa forme pronominale fait appel à l'attention. Regarder donc cesse d'être une activité volontaire et se transforme en réponse à une interpellation à devenir concernée par rapport à l'autre. Encore de la sensibilité synesthésique regardant et l'utopie et le désert. Ce qui me regarde me touche. Si les Bédouins pratiquent l'hospitalité comme forme de vie, non pas seulement en recevant des visiteurs, mais surtout quand leur relation mutuelle avec ce que nous appelons de manière si présomptueuse l'environnement, l'utopie est une forme d'hospitalité dans le temps, accueil de l'avenir sous le regard du passé. Encore deux remarques concernant le sens du corps dans le contexte de l'hospitalité. La cérémonie du thé sahraoui oblige les visiteurs de boire 3 fois le thé vert parfumé, trop sucré, car le premier thé en est amer comme la vie, le deuxième en est sucré comme l'amour et le troisième en est doux comme la mort. Voici des nomadismes et hospitalité entre les nomades du sable et de la mer. Après cette entrée synesthésique au dehors, je vous invite à un bref passage utopique par 2 déserts, le Sahara occidental et le désert de Sonora au Mexique. Les deux sont habités par des nomades qui ont été récemment sédentarisés. Les Comcaac sont des nomades de la mer, anciens habitants de la Isla Tiburon, l'île aux requins, qui se trouve en face de la Basse-Californie. Jamais conquis par les Espagnols, non plus évangélisés, les membres de la nation Comcaac ont été sédentarisés par l'État mexicain il y a quelques décennies. D'autre part, dans les camps de réfugiés, les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, dans la Hamada algérienne, les exilés du territoire occupé par le Royaume du Maroc supportent une sédentarisation soutenue par l'ONU qui a besoin de les localiser afin de faire parvenir l'aide humanitaire dans un délai de 30 ans du référendum d'autodétermination.
À moitié décolonisé par l'Espagne, qui a trahi le Front Polisario, étant désigné depuis les années 70 par les autorités traditionnelles sahraouies pour la décolonisation du Sahara occidental, dans le territoire algérien, de l'autre côté du mur de sable, de pierres et des millions de mines, se déploie une république en exil qui réexiste et rêve de plier cette haïma, cette tente républicaine, afin de la déployer sur son territoire. De l'autre côté du mur marocain, la moitié du peuple habite sous l'occupation d'un régime imposant un brutal terrorisme d'État. Prison clandestine, torture, disparition forcée, fosses clandestines, enfin, un culturicide interdisant langue, habits, drapeaux, etc. Les nomades font peur aux États nationaux. Leur vie transhumante, expansive, est perçue comme une menace contre le real estate, le profit immobilier. Ainsi, l'ordre sédentaire cherche à forcer leur sédentarisation. Mais leur défense du territoire est en fait une défense de toute la terre. Leur réclamation de leur territoire protège la civilisation dite occidentale de ses ambitions débridées de croissance. L'économie des nomades, toujours en chemin, se caractérise par la non-accumulation, pour le partage et la circulation. Laissant des traces légères de leurs pas sur la terre, ils ne la blessent pas par des lourds bâtiments. Hélas, ils sont empêchés de démontrer leur droit d'habitation dans notre langage de propriété. C'est ainsi qu'ils sont dépouillés. Mémoire vive de la dignité et de la bravoure, puis d'utopie et de promesses de vie d'une économie différente, d'une autre manière d'habiter l'oikos, la maison commune, une autre manière insoumise d'habiter et de défendre la terre indivisible. Enfin, entre ces deux déserts, à travers l'université en Mexique, on a décidé de trafiquer des utopies. D'abord, des encouragements entre les jeunes adolescents pour la défense territoriale. Ainsi, dans des messages enregistrés, les jeunes bédouins encourageaient les défenseurs des collines de Sonora, ou les jeunes Comcaac et leurs gardiens traditionnels voient les plantes médicinales, tandis que les entreprises minières ne visent que le sous-sol. Notre trafic d'espoir est concentré aussi sur des partages de formes de mémoire entre les familles des disparus du Sahara et du Mexique. L'écho de la douleur, du deuil inachevé, se fertilise dans le désert et une femme qui cherche son père disparu à Umdrega en 1976 envoie un message et une paire de souliers afin qu'en Mexique, on les grave sur les semelles à la manière d'un sceau, d'un tampon qui témoigne des traces d'un espoir obstiné, amoureux. En même temps, cette femme, Noura Abedin Bouzaïd, offre la beauté du henné sahraoui afin que les mères des jeunes Mexicains disparus tatouent les visages et les noms de ces enfants à toute personne qui se montre hospitalière dans cette recherche des disparus par le crime organisé et la violence d'État. Ainsi que le désert est promesse de vie, l'utopie aux antipodes des fantaisies de la politique soi-disant réelle est témoignage de l'existence, d'attachement amoureux, modeste à la vie. Une parenthèse, Martin Buber, à Palestine, inspiré par le socialisme utopique de son ami Gustav Landauer, ainsi que des prophètes et des scènes, signalait le délire meurtrier d'un État national. À sa place, il luttait pour une confédération de communautés autonomes faisant part de la Grande Syrie. L'utopie, se déplaçant de façon agile entre les fissures, ne cherche pas l'absolu ni les formes pures. Au contraire, elle aborde l'identité à partir de la différence, de la traduction. Pour retourner à Buber, en citant un juif arabe, je ne suis pas à moitié juif, moitié arabe, mais je suis totalement l'un et totalement l'autre. La vie nomade en témoigne de cette vie entre. Enfin, retournant aux formes synesthésiques de la perception, tout ce que les gouvernements d'État sont incapables de percevoir pousse entre les déserts. Parmi ces toutes petites promesses, ces gestes utopiques de traduction nomade qui aident à organiser le pessimisme, disons avec Benjamin. Encore, ce sont des petits pas
pas du tout à la crier, mais plutôt assez secret pour désapprendre la cause de la croissance, de l'accumulation affolée, afin d'apprendre à marcher très doucement en décroissant sans presque laisser des traces sur la poussière de ciel détruit. À la fois, à la façon des termites, qu'avant des tunnels de sensibilité, creusant des tunnels de sensibilité au sous-sol d'un système meurtrier, ce sont des exercices utopiques de vulnérabilité. Merci. Merci beaucoup, Sylvana. On va te laisser la parole pour une dernière intervention. C'est toi qui... Ah, Alex est là? Ah. Oui. Ah, bon. Alors, Alex, tu as la parole, c'est ton tour. Merci. Je ne sais pas du tout si vous allez bien m'entendre parce que comme Eric l'a si bien résumé, j'étais privé de toute connexion stable et je me suis réfugié dans un bar parisien du boulevard Voltaire, nom de philosophe, et qui s'appelle le bar Le Léopard. Et comme le léopard, c'est assez agile et animé. Alors j'espère que vous m'entendez. Si c'est le cas, quelqu'un dans la salle pourrait lever la main pour me le signaler. Ah, ok, super. Alors je continue et si jamais ça ne marche plus, vous pouvez vous agiter et j'essaye de trouver une solution. Eh bien, donc, comme Bertrand l'a si bien introduit ou esquissé, l'utopie, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément, mais qui n'est pas qu'un rêve. Alors, face à l'expérience du Covid appelée par Eric, j'ai essayé de trouver un contre-programme utopique. Et quoi de mieux que de revenir sur la vieille opposition entre Thanatos et Eros pour esquisser une perspective. Thanatos associé à la mort, hein, donc j'ai pas besoin d'être très long pour rappeler l'ambiance de mort, de peur de mourir, sinon de dépression aussi, qui a pu s'abattre sur nous pendant les confinements successifs. Et donc, en contrepoint, Eros serait donc un retour vers la puissance créatrice, peut-être aussi l'envie de vivre et le plaisir de vivre quelque chose de plus sensuel. Et je me suis mis en quête un petit peu d'Eros et des élans utopiques qui pouvaient lui être associés pour l'occasion. Donc ce n'est pas du tout le fruit d'une recherche académique tout à fait établie comme je pourrais le faire sur d'autres sujets, mais c'est un peu expérimental. Alors, dans la mythologie grecque qui évoque le dieu Eros, j'ai trouvé de nombreuses sources et figures pour essayer de dire de quoi il s'agit. Alors, Eros serait éventuellement l'union issue de l'union d'Aphrodite et de Zeus. C'est peut-être le récit le plus connu. On ne sait pas dans quelles conditions exactement. Mais d'autres sources disent qu'il est bien sorti d'un œuf. Donc là, ce serait peut-être un peu une fibre maternelle. Ou encore que ce serait plutôt une figure phallique, car il existe des stèles de Grèce ancienne qui représentent Eros sous cette forme. Eh bien, il y en a encore bien d'autres, hein, mais je ne vais pas poursuivre la liste, mais plutôt me lancer dans la question de savoir, mais qu'est-ce que ça pourrait être donc une utopie érotique opposée à cette ambiance terrible et mortifère que nous avons endurée. Peut-être de façon générale, l'enquête d'Eros, ce serait une tentative de s'affranchir ou d'affranchir plus simplement les rapports amoureux et sensuels de la domination sociale qui les marque. Et qui les marque dans la chair, hein, par le viol ou par la prostitution, par toutes sortes d'abus,
mais aussi, on va peut-être s'attarder un peu là-dessus, par le mariage contraint de gens qui ne s'aiment pas. Et ça concerne autant des exemples d'aujourd'hui que d'une manière encore plus forte, l'esprit des premiers utopistes, disons à partir de la Révolution française. Je parle d'utopistes qui se sont intéressés à l'utopie sociale d'un amour, d'une harmonie qui m'intéresse aujourd'hui. Hein. Premier desquels est sans doute Charles Fourier, hein, l'un des précurseurs de cette réflexion, et qui on a fait un point d'achoppement justement de ce mariage conventionnel sur la route d'une libération érotique ou sociale plus ample. Alors Charles Fourier émerge après la Révolution française. Il est très connu, bien évidemment, pour son idée des phalanstères, qui se sont concrétisées partiellement bien après sa mort seulement. Donc encore quelque chose qu'il croyait réalisable, mais qui ne s'est pas vraiment fait. Mais il est moins connu pour ce versant ou cette dimension de l'utopie érotique, qui est consignée dans des cahiers, disons dans des manuscrits qu'il a appelés le Nouveau Monde amoureux et qui n'ont jamais été édités de son vivant. Et par contre, aujourd'hui, il y a un peu plus accès. Alors, il fallait que j'aille en bibliothèque pour les retrouver. Hein. Ça ne circule pas du tout en librairie de nos jours. Bon, alors, quelques points saillants de cette réflexion de Fourier. D'abord, il faut complètement dépasser ce mariage qui enferme deux personnes dans une situation immuable, à vie quasiment. D'une façon beaucoup plus générale, il a pensé en étapes, hein, il pensait l'histoire de l'humanité en étapes. Et après le dépassement de la barbarie, vous voyez aussi le dépassement de toute la civilisation vers un état qu'il appelle l'harmonie. Et l'harmonie est marquée par différentes innovations, différentes capacités érotiques, à commencer par la complète liberté des femmes. D'ailleurs, chez lui, la liberté des femmes est l'indicateur principal de la liberté de la société tout entière et de son développement. Quand même une idée assez contemporaine pour nous, mais à l'époque sans doute très surprenante. Et donc par rapport aux capacités érotiques, bien évidemment, il disait que les jeunes filles ne devaient pas être contraintes dans des ordres infernaux, où on les vend presque comme une propriété à des vieux monsieur dans des mariages ou même dans des mariages de raison entre adultes consentants. Ils voyaient quand même toutes sortes de limitations sociales. Et donc, il pensait que la sexualité n'était que la chose la plus naturelle qui pouvait se faire librement, mais pas comme but en soi, mais comme un simple moyen de circulation, hein, à la manière des phalanstères. Et il n'explique pas très bien comment ça devrait se passer. Hein. Il n'a pas d'idée très précise, d'où justement l'aspect utopique. Son esprit utopique apparaît plutôt en creux à chaque fois qu'il dénonce la brutalité vécue. La brutalité, j'en ai donné des exemples, je ne vais pas alourdir l'illustration, mais à chaque fois qu'il rejette la brutalité sexuelle, le côté violent des rapports existants, bah, il esquisse en creux en quelque sorte
quelque chose d'autre, quelque chose qui devrait se faire autrement. Alors, pour quand même esquisser son idée dans le volet accordé à l'harmonie, à cet état social qui serait finalement libre et déployé, il tente de cataloguer les manies et les passions humaines. Alors, dans les manies et les passions, on a toutes sortes d'expressions très littéraires à l'époque. Par exemple, pour trouver une parabole pour les amours homosexuels, comme on dirait aujourd'hui, il parle d'amour ambigu. Au-delà, il liste toutes les formes, disons, observables. Il en fait une classification par 12 et il tente ensuite de trouver une forme d'entente, d'articulation qui n'est pas vraiment tenable, on peut dire. Hein. Mais justement, c'est à l'endroit où la chose devrait se concrétiser qu'on voit bien que c'est pas tout à fait accompli et donc utopique. En tout cas, à son époque encore. Ensuite, vers la révolution de 1848, ou en amont, quand ces idées reprennent un peu de la vigueur, deviennent effervescentes, elles sont reprises par la femme de lettres George Sand, que j'ai sans doute pas besoin d'introduire, connu pour ses écrits romantiques. Hein. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est son amitié assez vivante pour Bakounine, le communiste libertaire ou anarchiste russe, et par cette infusion, par cette reprise et cet élargissement, on en arrive à l'idée chez Bakounine comme la liberté de l'autre ne peut qu'étendre la mienne et doit étendre la mienne pour réaliser la liberté véritablement. Il en est de même pour toutes les libertés des femmes, dans les libertés sexuelles. Donc il est pour la plus complète liberté des femmes dans la poursuite de ce raisonnement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Bertrand quand il parlait de Marx et Engels et leur rapport, disons, réfractaire par rapport à l'utopie. Mais il est documenté comment cette idée que je viens d'esquisser arrive et finalement introduite par Engels, qui a lu tous ces auteurs, en français d'ailleurs, et qui arrive donc jusqu'à Marx lorsqu'il est en exil à Paris. Donc j'ai pensé que, puisque je vous parle de Paris, ce serait peut-être le bon terrain ou aire de jeu. Et j'ai trouvé en creusant un peu que dans ses écrits philosophiques de l'époque, Marx va citer George Sand. Et on voit une trace peut-être un peu plus spectaculaire qui n'est pas souvent très bien saisie dans un passage du célèbre Manifeste communiste de Karl Marx et Friedrich Engels au sujet de l'abolition du mariage et de la liberté des femmes. C'est peut-être pas le passage le plus cité, on pense plutôt aux ouvriers. Et dans ce passage, les auteurs s'insurgent contre la presse de droite, les Zemmour de l'époque, ces réactionnaires qui imaginent que les communistes voudraient établir le partage des femmes et des enfants. Donc il y a une sorte d'intox de campagne conservatrice à l'encontre de la liberté des femmes à l'époque, et qui prend cette forme d'une dénonciation complètement exagérée, et selon laquelle les communistes voudraient partager les femmes et les enfants de façon plus ou moins sauvage et abusive. Bien, j'arrête là
le film, eh bien évidemment, il y a des actualisations ces dernières années dans des essais et théories féministes que je pourrais approfondir. Et si j'étais parmi vous, je le ferais à la buvette. Mais je fais plutôt un saut pour finir une réflexion sur Sigmund Freud, parce que si chez Fourier, je vous disais, l'articulation des passions n'était pas tout à fait aboutie, qu'en est-il alors dans la théorie des pulsions un peu plus récente du XXe siècle? Puisqu'il y a l'idée que selon Freud, il faudrait maîtriser les pulsions pour produire la culture, et que donc tout laisser aller serait en quelque sorte, disons, produirait une entrave en quelque sorte au développement de la culture. Mais en regardant cela de près et la façon dont la postérité s'est emparée de Freud, il apparaît que le développement de la culture n'implique pas nécessairement la répression érotique. J'ai même traduit récemment un petit texte du premier Wilhelm Reich, qui était un disciple de Freud, qui montre... Alex, il faudrait que tu oui, conclues. Je conclus que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, en grattant, j'ai trouvé même chez Freud l'idée que on pourrait ne pas se limiter à la simple sexualité telle qu'elle est conçue, mais que d'une manière tout à fait utopique, on pourrait imaginer qu'à l'avenir, dans une société plus libre, tout le corps devienne érotique et ne soit plus limité aux assignations sexuelles. Et voilà, c'était à peu près ça le point de chute qui ouvre, je pense, sur de multiples pistes. Merci. Merci, Alex. Bien. Je vous propose de conclure. Je ne vais pas faire ce que j'avais prévu parce que ça serait bien qu'on ouvre un débat. Je vais juste me limiter à dire 2-3 choses. En fait, j'avais prévu de vous montrer un roman photo, mais c'est-à-dire c'est à partir d'un film assez rare, un mauvais film, mais il y a des mauvais films qui sont extrêmement intéressants. C'est un film de Basil Dearden qui s'appelle They Came to the City et qui est un film qui est une histoire d'utopie, c'est-à-dire que c'est totalement hors sol. Ça s'est tourné en 1944. C'est un jeune homme et une jeune femme qui discutent. Voilà, donc ils discutent tous les deux. C'est vraiment construit sur la forme narrative d'une utopie, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui raconte, bon, puisque tu le mets, je vais lancer, donc, qui raconte comment à ces deux jeunes gens qui se demandent qu'est-ce qui va se passer après la guerre. Le film est tourné début 1944, et on sait déjà que l'Allemagne et les forces de l'Axe vont perdre, et qu'ils se posent la question, et ils pensent qu'il y a très peu de chances finalement qu'on construise un monde meilleur. Arrive un bonhomme qui va être le narrateur et qui va raconter une histoire. Et cette histoire, finalement, on va regarder vite fait le roman photo et je vous épargne ce que j'avais prévu de raconter. Je dirais juste 2-3 choses. Donc, image suivante. Donc, il raconte qu'il y a une série de personnes qui se retrouvent entraînées dans le noir et ils vont être pris dans une cité. Alors, il y a une serveuse qui vient d'un bar, qui vient de balancer son patron parce qu'elle n'en peut plus. Après, il y a un businessman, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils rentrent dans un lieu noir et pouf, ils sont entraînés on ne sait pas où. Ensuite, il y a une lady et sa fille. Ensuite, il y a un vieux, le type même de l'officier colonial anglais à la retraite. Et ensuite, il y a un couple de petits bourgeois. Lui, il travaille dans une banque. C'est très important. En 1944, il raconte une histoire qui raconte l'histoire du travaillisme anglais aussi. Le film est de Basil Dearden, j'ai oublié de le dire. Donc, ensuite, un ouvrier syndicaliste qui, au cours du film, d'ailleurs, dira « Je suis un révolutionnaire raté ». Et tous, pouf, disparaissent, se retrouvent dans une espèce de brouillard. Et ils apparaissent devant, donc, j'ai du mal, alors je n'ai pas pris mes lunettes, devant une cité
Donc voilà, une étrange cité dans laquelle ils vont discuter entre eux, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils sont dans cette discussion, là c'est la serveuse et l'ouvrier syndicaliste qui évidemment, il y a une histoire d'amour, ils vont construire une histoire d'amour, sinon il n'y aurait pas de film, hein. Et puis, donc là, on les voit à plusieurs en train de discuter. C'est un décor extrêmement futuriste. Et puis, tout à coup, l'une d'entre elles, la fille de la lady, dit « Regardez, en bas, il y a une ville. » Et donc, ils vont voir. Et apparaît, d'en où ils sont, ils apparaissent, ils voient une ville tout en bas. Et donc, ils voient une ville qui se pose des questions de savoir qu'est-ce que c'est que cette ville. Il y a une porte qui se met, quelqu'un dit, mais regardez, il y a une porte qui mène à un escalier qui doit descendre, c'est une porte fermée. Au bout d'un moment, donc là on les voit tous ensemble, hein, entre eux évidemment il y a des conflits, des jalousies pendant la première heure du film, et puis tout à coup, voilà, donc ça c'est ce que je disais dans la discussion. Donc, ah oui, il y a une vieille dame, on l'a vu tout à l'heure, j'ai oublié de dire, qui est une femme de ménage. Donc, on continue. Et la porte s'ouvre. Et bien évidemment, tous, ils vont descendre. Ils vont descendre dans cette ville. Donc, on continue. Et puis, à ce moment-là, apparaît à nouveau le narrateur qui dit finalement très peu de choses sur cette ville. On sait attends, je reviens en arrière. On sait peu de choses, j'y reviendrai après. Parce que, donc, il y a un moment de pause. On a voulu ici non pas dire ce que c'était que l'utopie. Je reprendrai le terme de Raymond Ruyet, qui est un philosophe qui en 1950 écrit un livre sur l'utopie. Hein, et justement, qui écrit un livre un peu en contre-champ du marxisme. Pourtant, il est lui-même profondément marqué par le marxisme, mais qui est de dire il faut parler des utopies. Hein. Et ce qui est donc intéressant, c'est pour reprendre Deleuze, d'essayer de comprendre dans toutes ces utopies, dans toutes ces figures d'utopie, quelle est cette petite différence interne qui va se retrouver de l'une à l'autre et qui permettra de dire que quand on parle on l'a vu là par rapport à toutes les interventions, qui fait qu'on parle à la fois de choses différentes, mais en même temps, on parle de choses qui ont une singularité commune. Et c'est donc cette singularité commune, ce que Aristote, pour reprendre Bertrand, aurait appelé un principe, qui doit nous amener à comprendre ce que c'est que l'utopie. Moi, le terme plutôt que principe que je prendrais, qui est un terme que j'aime beaucoup utiliser pour ça, c'est le mobile, aux deux sens du terme. C'est-à-dire à la fois le mobile, le but, mais aussi un mobile, ce qui bouge. Hein. Voilà, l'utopie, elle a un mobile. Et ce mobile, c'est ça qui, plutôt que de dire quelle va être sa structure, sa forme, c'est quel est le mobile de l'utopie. Ce qui permet de dégager, envie de dire, tous les imposteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Hein. Quand Macron parle d'utopie concrète, je veux dire, bon, il faut lui... Voilà, c'est pas quelqu'un du côté de l'utopie. On continue. Donc il dit, et on recommence parce que, qu'est-ce qui se passe? Tous vont remonter. Pas tous. Elle, c'est la première à remonter, c'est la femme de l'employé de banque qui, elle, veut vraiment pas parce que elle veut absolument un pavillon. Elle veut un pavillon et des enfants. Et puis dans la cité en bas, il n'y a pas possibilité d'avoir son pavillon à soi. Et donc elle revient. Quoi. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pavillon. Non, si je dis ça, c'est que c'est une figure, voilà quoi. Elle est dans une figure totalement religieuse, sauf qu'au lieu d'un dieu, il y a le pavillon, quoi. Mais ça s'appelle un dieu. Et puis lui remonte, mais pour faire une pause tellement il a enfin rencontré ce qu'il croyait qu'il ne pouvait pas exister. On continue. La lady, elle revient en disant moi je suis trop âgée quoi pour changer. Hop. Après, alors évidemment, le businessman, il remonte parce qu'il n'y a rien à vendre. Le vieux militaire, il remonte parce qu'évidemment, on ne fait pas de chasse là-bas, en bas, c'est incroyable. Et en fait, donc, revient juste en arrière, l'employé de banque, alors ça c'est vraiment 1944, c'est le parti travailliste, il a découvert quand même qu'il y avait un autre univers possible, mais bon, il aime sa femme et il s'en va. Et en fait, donc, à la fin, ne va rester en bas que deux personnes, la fille de la lady, la jeune, qui dit, voilà, moi je veux rompre avec mon milieu. Et puis, la femme de ménage, hein, à un moment, elle a une phrase qui est très drôle, parce que certains disent, on est en train de rêver. Elle dit, non, on n'est pas en train de rêver, moi j'ai mes rhumatismes, je sens bien que je ne rêve pas. Hein. Bon, donc on continue. Et donc en fait, lui, il est dehors, ce militant politique, quoi, il reste dehors, la porte se referme. Et donc voilà, à la fois il est désespéré d'être dehors, et puis, donc la dernière image, et puis non, il dit, voilà, je suis là
pour témoigner. Alors juste un mot, c'est-à-dire pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de cette utopie, on ne sait rien de ce qui se passe en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours politique. Il y a juste comme si, en 1944, c'est tiré d'après une pièce de John Presley, qui était L236, qui est un auteur de science-fiction, qui avait fait un truc très science-fiction. Et Basil Dearden, qui va faire des films un peu affreux après, hein, notamment colonialiste, cartoon, mais à ce moment-là, au moment de 1944, il est vraiment dans une inspiration très travailliste. Donc, il y a un monde meilleur, mais on ne le nomme pas. La seule chose qui est nommée, c'est quoi? C'est la justice. Le seul point, c'est-à-dire qu'il va être nommé, c'est un monde de justice. Si je dis ça, c'est que, je ne voudrais pas dire que c'est le principe, mais il se trouve qu'il y a un bonhomme, autrefois, qui s'appelle Augustin d'Hippone. Certaines personnes veulent l'appeler absolument Saint-Augustin, mais lui, je pense qu'il ne s'appelait pas Saint-Augustin, il s'appelait bien Augustin d'Hippone. Et Augustin d'Hippone, il a des phrases très intéressantes quand il parle quand il commente les textes de Cicéron. Cicéron, je vous rappelle, il défend l'idée d'une république romaine vertueuse, tout ça, qui est morte, etc. Et Augustin d'Hippone dit non, c'est pas vrai. Elle n'a jamais été vertueuse, la République romaine. Elle n'a jamais été vertueuse, ça n'a jamais été une république, parce qu'il n'y avait pas de justice. Et donc, voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière le thème de justice? Là, au risque de choquer tout le monde, pour Augustin, pas Saint-Augustin, pour Augustin, l'Augustin qui écrit, la justice, elle porte quand même un nom. Même s'il pense qu'elle est dans le royaume des cieux, et pas dans la cité de terre, réalisable, ça s'appelle quand même l'égalité. C'est quand même l'égalité entre les hommes qui fonde cette justice. Alors, voilà, je voudrais juste terminer en citant deux personnes, deux amis, malheureusement décédés, et donc pour une manière de leur parler, qui, pour moi, ont beaucoup compté sur ces questions-là. D'abord, Daniel Ben Saïd, qui était un collègue de mon département, militant politique, philosophe, et qui disait, qui parlait d'une inquiétude au sens où, qu'il a marqué toute sa vie de militant, c'est comment on construit un monde inédit, un monde nouveau, en partant du monde réel. Comment on fait ça? Et ce que disait Daniel, ce qui était très beau, c'est que pour construire ça, il est clair que les dogmes et les certitudes, ça ne fonctionne pas. Et que donc on est un peu dans ce qu'on appelle le mobile, on est dans ce que disait Bertrand, on est dans cette écriture-là, et sûrement pas dans le déplié d'un programme. Et puis l'autre personne que je vais citer, qui est Miguel Abinsour, auquel a fait référence Bertrand, Miguel rappelle deux choses qui font écho à ce qu'on peut être dit. La première, il le dit avec beaucoup de résonance régulièrement, il rappelle que l'utopie, c'est ce qu'il appelle un concept agonistique, c'est-à-dire qu'on ne va pas définir l'utopie, mais la manière dont je parlerai de l'utopie va raconter quelque chose de moi. C'est-à-dire que si je dis l'utopie, finalement, ouais, c'est un rêve, etc., que je sois marxiste ou capitaliste, n'importe quoi, ça veut dire que j'ai une adhésion au monde réel et que j'ai une adhésion à un dogme. Que par contre, si je pense que l'utopie, c'est effectivement une façon d'appréhender l'inédit, eh bien, ça veut dire que je suis de l'autre côté. Je suis du côté de ceux qui pensent l'émancipation. Et donc, la manière dont je vais utiliser le terme d'utopie, eh bien, va simplement raconter mon rapport à l'émancipation. Mon rapport, finalement, à quoi? Mon rapport au fait qu'on est dans un monde d'injustice. Est-ce que ce monde d'injustice, je le trouve bien? Je critique un peu. Ou est-ce que, là, je pense qu'il faut, on a parlé tout à l'heure de grande rupture, est-ce qu'il faut, en tout cas, la penser. Même si, simplement pour reprendre un penseur, Georges Sorel, le simple fait d'imaginer cet autre monde, eh bien, ou ce type d'action, ça va produire une énergie qui, de toute manière, permettra aussi d'armer nos résistances. C'est parce qu'il y aura cette ligne d'horizon. Et puis Miguel disait un deuxième point qui est vraiment en lien à ce qu'a dit Frédéric, et donc qui est aussi en résonance avec, donc je vais faire comme Bertrand, montrer un livre, à cet auteur tout à fait important qui a cité Silvana, qui est Martin Buber, dans Utopie et Socialisme, qui est vraiment quelque chose de très très fort, et qui est le rapport au passé. C'est-à-dire, Miguel disait, l'utopie, c'est pas une nostalgie
de l'âge d'or, et là-dessus il cite Lévinas et Buber. Ce n'est pas une nostalgie de l'âge d'or, mais c'est par contre la volonté de renouer avec les espérances du passé qui ont été rompues. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas être un dogme, c'est pas on ne va pas faire de la commune de Paris, on ne va pas refaire la commune, mais la commune de Paris, elle raconte quelque chose d'une espérance. Et donc ce qui compte, ça renvoie sur un autre auteur qui a beaucoup parlé d'utopie, qui est Ernst Bloch, c'est effectivement renouer ces espérances-là. Et donc, si on dit ça, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est précisément ce qu'on rend de plus en plus difficile. Et si nous avons une fonction, donc lui, il dit, voilà, je dois témoigner, mais là, je pense notamment à ceux d'entre vous, puisqu'on est dans un festival d'art aussi, dans nos disciplines, c'est réellement d'être de ce côté-là, quoi. Voilà. Et donc, la parole est au public. Je voulais parler d'autre chose, mais je trouve que c'est suffisant. J'ai oublié de me présenter, excusez-moi juste un mot, donc j'enseigne à l'Université Paris 8, mais il se trouve que, occasionnellement, je suis aussi un habitant de Dieppe, ce qui est un grand bonheur. Voilà. Une question pour Augustin. Oui. L'égalité entre les hommes. Mais qui sont les hommes ? C'est une vraie question, une réfutation que vient de poser Bertrand Gilvy, quand il parle d'égalité entre les hommes. Qui sont les hommes ? La question de l'universalité, même à travers les genres et tout ça, il est clair que, et puis voilà quoi, ce que je voulais souligner, c'est que à partir de là, tout ce que c'est vrai, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire Augustin, c'est celui qui construit l'utopie de demain. Je dis simplement que ce qu'il pointe, c'est que dans un lieu qu'on appelle qui est voilà présenté comme un lieu d'honneur de la République, il rappelle que cette absence d'égalité, elle réfute le point. Après, effectivement, tout ce que tu dis est juste. C'est-à-dire que, bon, mais on pourrait le dire de Platon, bon, là-dessus, reprenons Politzer, etc., quoi. Voilà. Donc la parole est à qui le veut. Ah, pardon, c'est Came to the City. Alors, ils vont vers la ville, ils vont vers une ville. Ouais, Came. Ouais. Ouais, donc je ne vous ai pas cité, il y a tout un moment sur Walt Whitman, il cite le poème, enfin voilà, très très beau là-dessus. Bon. Mais là, ça aurait été un peu trop long. La parole, à qui veut? Il faudrait juste s'approcher. Donc, c'est le premier acheteur de poissons qui arrive. Non, c'est une question peut-être toute simple, peut-être banale. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment passionnant. J'ai une question adressée plutôt à Frédéric Rameau et à Bertrand Gilvy, peut-être en même temps, je ne sais pas. Alors, déjà les questions, est-ce que tout soulèvement populaire porte en germe une utopie? Donc, quelque chose que je me demande. Et s'agit-il dans ce cas d'une utopie plutôt négative? Enfin, négative dans le sens d'Adorno, voilà. Négative, pas mauvaise, mais négative, c'est qu'on ne peut pas le définir d'une façon positive. Et du coup, en vous écoutant, je me suis dit que l'utopie... Cette utopie qui donc produit de l'imprévisible, elle est forcément négative. Du coup, n'y a-t-il pas une contradiction entre cette utopie négative et donc le modèle de l'utopie chez More? Je ne sais pas si c'est clair, la question. Est-ce que Frédéric veut dire quelque chose d'abord? Non, vas-y, Bertrand, je t'en prie. Bon, je n'engage que moi, mais vous mettez le doigt sur un point de discussion entre Frédéric et moi, sans doute. D'ailleurs, c'est pour ça que Frédéric va devoir quand même dire quelque chose. Est-ce que
une utopie est forcément articulée à une révolte ou à une résistance. Le mot important, je crois, c'est celui de justice, effectivement, que Eric a prononcé tout à l'heure, à savoir le fait que les utopies sont nées, donc comme genre littéraire au départ, sont nées sur la base d'un déni de justice, c'est-à-dire sur la base, pour dire les choses très simplement, d'un sentiment extrêmement fort, d'un sentiment à la fois affectif, mais aussi politique, que quelque chose ne va pas dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde. Et le point de départ des utopies, ça a été l'idée que ce quelque chose qui ne va pas ne peut pas être changé. Et qu'il faut donc absolument, en quelque sorte, créer un autre ordre, un autre monde, un autre registre qui passe par l'écriture à l'époque, qui permet de penser les choses autrement. Et pas tellement de penser les choses autrement que de penser autrement les choses. Je crois que c'est ça qui est le plus important au départ. Bon. Penser autrement les choses. C'est-à-dire se livrer à cette expérience de pensée, à cet exercice de pensée qui consiste à se défaire des catégories avec lesquelles on pense ordinairement les choses. Et ça part effectivement d'un déni de justice parce que la justice apparaît comme quelque chose qui n'est pas discutable, mais qui est dénié. L'injustice n'est pas discutable, mais elle s'impose comme déniée. Bon. Et cette dimension de l'utopie va peu à peu, mais sous l'effet d'une dérive perverse en quelque sorte, glisser peu à peu vers l'idée de savoir comment est-ce qu'on pourrait réaliser quelque chose qui serait plus juste. C'est-à-dire que l'objectif d'une réalisation, l'objectif d'un faire quelque chose, va peu à peu prendre le pas dans la pensée de l'utopie sur ce qu'elle est au départ, qui est plutôt la question d'un agir. Pas d'un faire, mais d'un agir. Qu'est-ce que c'est que penser l'agir sans se laisser omnubiler par les exigences du faire, et en l'occurrence par les exigences du non-faire, de l'impossibilité de faire. Comment agir quand même quand on ne peut rien faire? Bon. Ça, c'est ça qui me semble la singularité, la pointe, l'espèce de tranchant de fil de rasoir sur lequel l'utopie se développe, qui est un fil très ténu. Et qui lui interdit, qui l'empêche, qui la protège, disons, de sombrer dans le politique au sens trivial du terme. Au fond, l'utopie est une question qui est au-delà du politique, hein, au sens où on parle d'au-delà du bien et du mal, ou d'au-delà du principe de plaisir. Enfin, cet au-delà-là, le Jenseits, voilà, l'au-delà. Bon. Et c'est pour ça que quand Frédéric a longuement et magnifiquement, bien le dire, articuler les multiples épisodes par lesquels les révoltes sont trouvées se répéter sans se répéter, produire l'inverse de ce qu'elles produisent. Enfin, l'exposé de Frédéric était assez hegelien, en un sens, c'était une réflexion magnifique sur la ruse de la raison dans l'histoire. Bon, voilà, j'ai envie de lui dire que pour moi, l'utopie, c'est quelque chose d'autre que ce qu'il a. Voilà. Bon, je te passe la parole, Frédéric. Oui, en fin de compte, j'ai pas vraiment parlé de l'utopie avec un L apostrophe et un grand U, quoi. J'ai parlé de la manière dont la commune passait d'une nostalgie à une utopie. Mais en fait, mon exposé portait pas ni sur le concept d'utopie, ni sur une manière de généraliser l'utopie à toutes les actions directes des soulèvements populaires, mais à partir de cette utopie de la commune, quoi. Et bon, voilà, donc je ne sais pas effectivement si on peut dire que on peut pas penser l'utopie sans la révolte, mais que l'utopie de la commune, il est quand même difficile de la dissocier
des révoltes. Enfin, je veux dire, c'est dans les révoltes que se sont produites les idées nouvelles. C'est dans les révoltes que se sont engendrées les idées égalitaires, les idées antipropriétaires et les idées anti-étatiques. C'est-à-dire, au fond, quand même, les trois idées qui vont constituer la base, à mon sens, de toutes les utopies populaires. Voilà, c'est plutôt ça que j'avais en tête. Sur la question de l'utopie positive, bah oui, c'est quand même ça la grande difficulté de tous ces soulèvements populaires. C'est le moment où, en réalité, ils passent de l'exercice de la vengeance contre les exactions des oppresseurs à l'idée d'un exercice, à l'idée de l'exercice d'une justice populaire, quoi. Et effectivement, cette question de l'utopie positive, à partir de là, elle devient celle de savoir si on va parvenir il va y avoir une inventivité idéologique concernant l'exercice de cette justice populaire, ou si elle va simplement reproduire, par mimétisme, par symétrie, les manières dont on rend la justice et ces manières qu'on a contestées avant. Et précisément, tout le cours enfin, un des enjeux du cours de Foucault, c'est celui-ci. C'est-à-dire, s'il y avait une dimension utopique dans ce cours, qui apparaît pas du tout, puisque c'est vraiment un cours qui décrit la répression, quoi, donc c'est vraiment pas utopique, mais d'une certaine manière, il y a quand même cette idée que ce qu'il faut changer, c'est l'aspiration à la justice elle-même. Et je crois qu'il dit ça à l'époque contre l'exercice d'une justice populaire qui est celle que prônent les maoïstes français, avec leur commission vérité-justice qui reprend la forme du tribunal populaire et qui en fait ne fait que reproduire la manière dont la justice était exercée contre eux, mais en changeant les cibles. Alors que ce que vise Foucault, c'est précisément changer notre rapport même à la justice. D'où, par exemple, son refus de reproduire la forme du tribunal dans la manière dont on rend la justice. Donc, oui, je crois que c'est comme ça que je verrais le problème de la différence entre l'utopie négative et l'utopie positive. Juste, Bertrand voulait reprendre la parole, mais donc je lui coupe la parole parce qu'on arrive à la fin. Je voudrais juste dire un dernier mot par rapport aux exposés que j'ai entendus avant. Simplement dire qu'en parlant d'utopie, on est resté ici dans un domaine qui est celui de l'homo faber. C'est-à-dire qu'on est resté, quand Bertrand m'a dit « mais l'égalité d'Augustin, c'est entre les hommes », non seulement c'est à l'intérieur de l'humanité une partie, mais c'est même pas sur l'ensemble du vivant. Si je dis ça, c'est que c'est une vraie question. Et actuellement, dans les exposés qu'on a eus tout à l'heure, et peut-être ce qu'on va avoir maintenant, sur les bifurcations, il est clair que l'utopie aujourd'hui, il s'agit, quand je parlais de renouer avec les espérances du passé, c'est effectivement d'être dans ce mouvement d'espérance en sachant que cette égalité, elle doit se décliner aujourd'hui différemment. Voilà. Allez, un mot pour Bertrand et on clôt. Oui, je voudrais dire un mot très bref pour décaler la question, pour montrer comment elle peut s'étendre très largement au-delà encore du terrain sur lequel on a discuté ici. Je pense que on peut trouver une illustration très intéressante de l'idée d'utopie chez Winnicott, c'est-à-dire chez un psychanalyste qui a montré que la structuration du sujet n'était pas seulement de l'ordre d'un rapport entre une subjectivité et une réalité, mais de l'ordre d'un entre-deux qu'il appelle, alors en anglais, the playing, qu'on traduit très mal en français par le jeu, le playing, qui est cet ordre de geste, cet ordre d'articulation de soi, à travers le corps, qui permet que se crée peu à peu une singularité unique, qui est hors de toute norme et de tout modèle. Et ça, c'est une des figures de l'utopie. Merci Bertrand. Merci à tous. Et donc, pour le film, si des gens veulent, il suffit de m'écrire eric.ferdinand.lecerf@gmail.com. Et je vous promets que je vous enverrai le lien pour télécharger ce film et même un autre en film anglais de 1934, tout à fait intéressant. Et d'autres aussi, si vous voulez. Bref. Merci.